On va parler d'un gars qui tient énormément au cœur d'Erwan. Erwan est tombé amoureux Qu'est-ce qu'il t'a depuis fait quelques semaines. Il est tombé amoureux de Omer Yurtseven, le grand pivot turc qui a marqué 100 points lors de sa carrière en jeune du côté de la Turquie et qui, depuis la blessure d'Obama Adebayo, le fait que Dedmon ne soit plus dans le 5 majeur, ils l'ont installé et franchement, il est très fort, le grand turc. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là, les petits papillons dans le ventre et tout ça pour ce mec? Mais écoute, t'as tout dit. Petit papillon dans le ventre. Tu sais qu'en ce moment, je tombe amoureux assez facilement. C'est vrai? Et je suis tombé amoureux Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Raconte tout. Je suis tombé amoureux de ce pivot De turc. qui d'autre? De ce pivot turc, c'est déjà pas mal. Parce que je vais pas vous mentir, je connaissais, j'avais entendu le blaze, Rapidos, mais j'avais jamais vraiment vu jouer. Je m'étais jamais non plus penché sur le mec. Et donc, c'est vrai qu'avec la blessure de Bama Adebayo, puis je regardais un petit peu les box scores, j'ai regardé des bouts de match, et puis à un moment, je me suis dit, attends, mais ce grand sgeg là, qui pèse autant sur les matchs, comme ça, et pas forcément en mettant des 25-30 points, pas des cartons. Et donc, j'ai regardé vraiment les matchs, j'ai analysé, je me suis remis des cartons, et en fait, ce mec-là, il pue le basket gel, c'est un beau physique quand même, c'est un grand mec, véloce, capable de faire quand même des allers-retours très vite de cercle à cercle. Il sent le jeu défensivement et puis il sent le jeu offensivement très fort sur les mains à main, je te donne, je fais feinte de main à main, passe très fort sans le ballon aussi, à l'opposé très vite, on le voit aller chercher des écrans, flasher, il est très bon sans la balle, il est très bon avec la balle, il est bon passeur, il est excellent rebondeur, très bon contreur. Je me dis, mais attends, Miami, qui est déjà une équipe qui joue bien au basket, t'as Bama Adebayo qui va revenir. T'as Dedmon qui est un soldat. Si à un moment donné, il faut envoyer des coups de coude dans des arcades, Dedmon, on sait que c'est ça. Mais derrière, finalement, à ta rotation de Bama Adebayo, tu rajoutes ce mec-là qui t'offre autour de ce jeu sans ballon, ce jeu de mouvement du 8. Tu mets un grand comme ça, qui, on l'a vu, peut tenir à dragée sur des séquences face à Embiid. Donc, je me projette face un peu à Antetokounmpo s'il faut, sur des séquences. Attention. Je me dis, waouh, quel bel asset et surtout, quel beau joueur de basket qui sent le jeu. Est-ce que toi aussi, t'es hypnotisé par ce beau vieil Omer? Très honnêtement, je pensais jamais qu'il pourrait s'installer en NBA. Ah voilà. Avec vos certitudes de scout. Ah pardon, c'est tout à l'heure. C'est le sujet de tout à l'heure. Alors explique-nous pourquoi t'avais des certitudes sur le fait que je pensais pas qu'il serait ciblé défensivement pour sa lenteur latérale. C'est un mec, j'ai reparlé avec je sais pas, avec 2-3 scouts qui le suivaient en Europe. C'est un mec donc il a fait la NCAA. C'est un Turc mais qui a joué NCAA. 2 ans NC State, il transfère 2 ans Georgetown, sous Pat Ewing. Il avait d'ailleurs la coupe de Sean Paul. Pour les gens, il faut qu'ils aillent le voir à Georgetown, c'est incroyable. Mais c'est un mec qui a refusé le Fener en fait. À 18 ans, le Fener lui propose une place dans son équipe. Il était déjà au Fener. Il était déjà au Fener, mais il lui propose une place dans leur équipe d'Euroleague. En tant que backup pour début, c'est une énorme équipe d'Euroleague, le Fener. Backup de Vezeli donc. À l'époque, sûrement, ouais, mais vraiment, il lui proposait un rôle à 18 ans au Fenerbahçe. Et lui, il préfère aller en NCAA. Donc c'est un peu mal passé d'ailleurs du côté du Fener à l'époque. Il a été en NCAA. Il n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire parce que il était souvent mal servi. Le Georgetown, c'était pas super bon à l'époque. NC State, c'était un vrai bordel aussi. Tout le monde avait un peu transfert. Il jouait avec les jumeaux Martin de mémoire. Les jumeaux Martin qui ensuite se sont cassés aussi ailleurs. Lui aussi, il s'est cassé. C'est bon signe, ça, pour un programme. Il joue avec un jumeau Martin, d'ailleurs. Ouais, Cody, ou Caleb. Cody, c'est Charlotte. Ouais. Et en fait, je pensais que... Je l'ai revu en G-League l'an dernier. Quand j'avais vu Jalen Green Kuminga, il jouait avec OKC en G-League. Le Blue d'OKC. Ouais. J'avais dit, ok, il fournit... Pour moi, en fait, sur Seven, c'est un tronc. Je me suis toujours c'était un tronc. Genre, c'est un excellent rebondeur. Je ne trouvais pas très vertical, mais il avait le QI, il pouvait stretch, il finit bien proche du panier. Et je trouve qu'en fait, il est surtout l'illustration parfaite de comment Eric Spoelstra est le meilleur coach NBA. Il arrive toujours à mettre les joueurs dans la meilleure disposition pour qu'ils sachent masquer au mieux leurs déficiences et mettre en avant au mieux ce qu'ils savent faire de bien. Qualité, ouais. Et qu'il arrive à... Le rebond, c'est pas une surprise, c'était un excellent rebondeur. J'avais demandé à des scouts en U16 déjà, à ce qui paraît, il était monstrueux, avec la Turquie, il désossait tout le monde. Moi, je suis d'accord avec toi, mais à bout d'un moment, être bon rebondeur en U16 et faire ce que tu fais en NBA... C'est pas normal. C'est pas le même métier, c'est ça. Ça veut pas dire que tu le faisais en U16 que tu vas le faire en NBA, complètement. Mais je suis assez surpris, honnêtement. Assez surpris, mais
pas surpris que ça se fasse à Miami. Si ça doit se faire, que ça se fasse à Miami, ça me surprend pas. Quelques stats, quelques infos sur Yurtseven pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce mec. Il s'était fait remarquer en U18, donc il était du côté du Fener, parce qu'il avait lâché cette stat incroyable, tout le monde en parlait. Il avait marqué 91 points, pris 28 rebonds dans un match donc de 18 en Turquie. Donc à ce moment-là, tout le monde était complètement fou. T'as raison, il va aux States, fait sa petite carrière. L'année dernière en G-League, tu viens de le dire, 23, il avait 23 ans, non drafté, 14 matchs l'année dernière, en 21 minutes, il est quand même en 15 points et 9 rebonds. Ouais, dans la bulle G-League. Dans la bulle G-League, absolument, tu as raison. Puis ensuite, il signe à Miami et il se refait remarquer en Summer League l'année dernière. Summer League à Las Ou Vegas. à Las Vegas. Il joue que 2 matchs, mais par contre, 28 minutes. Et il est à 26 points, 13 rebonds et demi. Bon, 5 pertes de balles. Il devait avoir tous les ballons. Hein. La Summer League. Ouais, c'est moyen, de ouf. Et donc, il revient encore une fois sur le devant de la scène. Puis tout le monde, il y a une petite hype cet été en Summer League. On sait combien, tu sais, les fans adorent quand il y a les mecs qui performent en Summer League. On le revoit pas trop là en ce début de saison. Et puis, il y a les blessures, le jeu des blessures. Et là, franchement, il est extraordinaire. Alors attends, je vais te retrouver cette stat. Mais là, ça fait quasiment 10 matchs de suite qu'il a pu te dire bon. Tout à fait. Mais moi, Attends, je vais te donner ça. Tu vois, là, évidemment, il est capable de marquer des points. On l'a vu dans le dernier match face à Philly. Il met 22 points. Il est capable de marquer des matchs. On l'a vu faire des montées très haut sur le nombre de rebonds sur un match. On l'a vu mettre des contres. Mais moi, c'est que j'ai trouvé par moment, comment le hit l'a vite intégré dans le collectif, c'est qu'il touche beaucoup de ballons, on va le chercher sur du pick and roll, sur le main. Ouais. Cette qualité de passe. Et quand je dis qualité de passe, c'est pas spécialement la passe décisive. Il peut le faire. Mais c'est la lecture. Je te mets le ballon là, parce qu'après il va le mettre. Tu sais ce qu'on appelle la hockey pass. Et ça, c'est pas un trou noir. Et c'est pour ça. Et quelque part, j'ai trouvé, alors, attention, le chat, je vais aller vous voir, parce que je regarde, on me demandait voilà, attention, à qui tu vas comparer. J'ai peur. Je suis en train de regarder les Netscap. Je trouve qu'il y a un peu dans l'influence sur certains. Du Jokic. Dans la passe. Ah oui, il l'a vraiment dit là. Ben oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est depuis qu'il est. Attends, qu'il y a du Jokic. J'ai pas dit qu'il allait finir MVP. Il y a du Jokic dans ce. Regarde Philly, le début de match, quand il domine, contre Miami, il domine Philly, ils vont le chercher. Il est très impliqué dans le jeu. Et tout ce qu'il fait, ça fait mal à Philly. Mais c'est une séquence. Non, je dis qu'il y a du Jokic. Oui, bon, je pense que tu t'enflammes un peu parce que je crois quand même que Yurtseven est un vrai pivot qui montre qu'il a des mains. Jokic, c'est un joueur complètement à part. Je ne peux pas le comparer à un mec qui est aussi influent. En tout cas, sur les 10 derniers matchs, depuis qu'il est titulaire, il tourne quand même à 13,6 points, 13,9 rebonds, t'en parlais, en 30 minutes de temps de jeu, 54% au tir, 62% au lancer franc, et il ajoute aussi 3 passes de moyenne. Donc ça va dans le sens du bon passeur, il est capable de faire des petites passes à terre, de tourner autour de lui. Mais moi, je te suis complètement dans le truc de il m'a impressionné, tu vois, il nous séduit avec ses qualités. Parce que et c'est ça aussi la NBA, c'est pour ça qu'on disait ça tout à l'heure avec Kylian, c'est que le mec, tu lui donnes cette foutue opportunité, bah, putain, il performe direct. Et ça, c'est ça la foutue jungle de la NBA, c'est que, gros, il y a un grand tonton, oui, c'est plus le temps dans les pivots, bon, ça y est, on peut arrêter de dire ça. Il y a un mec qui va sûrement s'éclater en NBA, on verra s'il fera carrière, parce que c'est toujours difficile à prévoir. Mais je vois en lui un vrai joueur NBA qui n'est pas fini. Alors, il est un peu plus vieux, hein, il n'a pas 19 ans, mais c'est un mec qui n'a pas encore donné toute la pleine mesure de son potentiel. Mais ça, c'est très positif. Je vois pas son plafond. Puis quand tu es à Miami, ça veut dire que tu es dans une équipe compétitive, dans une équipe qui, même s'il le crie pas sur les toits, je pense qu'à un moment donné, ils ont connu quand même une finale NBA dans la bulle avec des mecs, et on va reparler, on va élargir ce débat sur la saison du 8. Moi, je pense que cette équipe, à un moment donné, ils vont arriver en demi-finale de conf, ils vont dire, mais sortez-nous les mecs, hein, parce que sinon, nous, on va au bout. Hein, et bon courage. Hein. Je sais pas s'il aura de l'impact en playoff, c'est toujours le truc d'après. En tout cas, 10 minutes, 15 minutes, c'est toujours ça de prix. Ouais, mais ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, appelez-nous hein, si vous voulez discuter du grand Turc Yurtseven. Il y en a qui disent que c'est Segun, son compatriote, qui a plus de Jokic. Mais oui, bien sûr, il a plus de créativité. Oui, mais parce que il y a des trucs qui pètent aux yeux, des passes dans le dos, ils sentent des passes. C'est ça, créativité, c'est ça. Non, mais je dis pas qu'ils ont tort. Mais je parle pas il est moins peut-être flashy sur des passes, mais tout ce qu'il fait, c'est juste. Donc c'est pour ça qu'il ressemble à Jokic, parce que Jokic, tout ce qu'il fait, c'est juste. C'est pour ça, c'est Jokic, la mauvaise idée qu'on a de Jokic, c'est que on met tout le temps ses passes flashy, mais en fait, c'est que 9 passes sur 10, elles sont parfaites, en fait. C'est plus ça qui est Merci, il passe à deux mains. C'est plus ça qui est T'as pas plutôt envie de le comparer à Vladi Divac? Oh, mais Vladi Divac, c'est un Jokic fou. Vladi Divac, Jokic, c'est la même filiation. Ouais, mais il y a, le truc de Jokic, c'est que, d'après moi,
il est incomparable. Et c'est pour ça qu'on le compare à. Il est vraiment spécial. Au bout d'un moment, il est incomparable. Il dribble, il saute, il remonte la balle. C'est vrai, il va pas remonter la balle. J'adore ces comparaisons. Vraiment, on peut en faire des tonnes, mais pour le coup, Divac avait un peu plus de handle, ça, c'est vrai, un petit peu plus. Donc, il y a pas du tout ça. On trouvera jamais le profil, parce que moi, je crois que c'est un joueur un peu unique, hein, malgré tout. Je dis qu'il y a un peu de Jokic. Je dis pas que c'est le nouveau Jokic. À partir du moment où dès que tu lâches un nom, dans le chat, les mecs sont là, sur la ligne de départ, ça démarre vite. Mais honnêtement, offensivement, j'avais pas de doute comme quoi il pouvait être un joueur NBA. Alors c'était quoi tes inquiétudes? C'est vraiment la défense. Et en fait, mais ça personne défend en NBA, tout le monde s'en bat les couilles. Non, les grands, tu dois savoir un minimum défendre, sauf si, et là ils le font défendre, ils font que du drop en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Ils le font jamais sortir sur un grand. Non, heureusement d'ailleurs. Et parce qu'ils pourraient pas. Donc dès qu'il y a un pick and roll, Yurtseven il recule, il fait comme Brook Lopez. Il recule. Drop. Et en fait il laisse le mi-distance. Il laisse le mi-distance aux adversaires, parce que le mi-distance, c'est ce que Miami veut donner aux adversaires. Vas-y, shoot ton mi-distance. De toute façon, on veut pas que tu ailles au cercle, on veut pas que tu tires. C'est moins rentable. Voilà. Si tu vas au cercle, il y a Yurtseven qui t'attend. Ou même, et défendre avec PJ Tucker side, défendre avec Jimmy Butler side, avec Kyle Lowry side. Dans le système Miami, l'équipe de vétérans. Voilà, c'est. Mais de toute façon, regarde, il y a Duncan Robinson. Défensivement, c'est très compliqué. Même s'il fait des efforts, ils ont toujours réussi à le planquer. Ils ont toujours réussi à le planquer. Taylor Hero, c'est pas un grand défenseur. Pas du tout. Ils ont toujours réussi à le planquer. Il s'éclate. Là, c'est pour ça. Après, c'est bien. Pour planquer des mecs, il faut quand même des défenseurs d'élite. Mais ils ont des défenseurs d'élite. Adebayo, Lowry, Butler, PJ Tucker. C'était que les titulaires. Et Deadman, qui est un bon défenseur. Qui est un très bon backup pivot. Bon, alors, du coup, parlons un peu de Miami. Parce que Miami, c'est bien replacé dans la conférence Est ces dernières semaines. Alors qu'au début, on louait. C'était un peu d'ailleurs le tube de l'été de Miami, on s'en souvient. Les 2 premières semaines, on a été tous conquis. Après, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup d'absences. Jimmy Butler a raté beaucoup de matchs. Adebayo a raté des matchs. Même Kyle Lowry a raté pas mal de matchs. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ils sont aujourd'hui 3e avec le même nombre de victoires que Chicago, 27, que Brooklyn et que Milwaukee, sachant que Chicago va perdre là, contre Cleveland, je le sens. Brooklyn va perdre. Cleveland, attends. Au réveil. Memphis va battre. Chicago va se faire battre par Memphis, voilà ce que je voulais dire. Et Brooklyn ou Cleveland, je pense que Brooklyn va gagner. Bon, ça c'est ma petit truc. Mais donc voilà, donc ils sont clairement exactement dans ce qu'ils voulaient être, c'est-à-dire la lutte pour la première place, l'avantage du terrain presque assuré, en tout cas ils sont dedans, et pourtant ils ont des blessures. Donc on peut quand même dire que cette équipe nous surprend aujourd'hui. Moi, les équipes qui perdent leurs 2 ou 3 meilleurs joueurs et qui continuent à être top 4 de sa conférence, c'est une surprise. Ouais, mais c'est plus une surprise parce qu'ils ont le meilleur coach de la ligue. Toi, t'es carrément le meilleur coach de la ligue. Ouais, honnêtement, ouais. Okay. Sur l'ensemble de son œuvre, aujourd'hui, ça peut s'entendre. Mais moi, je suis pas surpris, je suis content de les revoir là où ils doivent être. Honnêtement, quand tu malgré les blessures et tout. Attends, mais ils ont c'est pour ça qu'ils se sont remis sur les rails. À un moment donné, ils étaient un petit peu dans ce ventre mou de la conférence Est où il y avait beaucoup de monde pour les raisons que tu as expliquées. Mais je suis content aujourd'hui de les revoir quasi au complet avec Adebayo qui revient ce soir et que de voir que cette équipe, en fait, les gars, on a peut-être pas trop parlé de vous depuis le début de saison. Mais pour moi, c'est un prétendant au final NBA à l'Est et il va falloir se les envoyer. Il va falloir se les envoyer. Jimmy Butler est clairement en train de rentrer dans sa saison. Et puis un petit peu tout à l'heure, on parlait des Suns où c'est pas mal, ça diffuse pas mal. Je trouve que le système Heat est un petit peu comme ça aussi. Le danger vient tellement de partout. Des titulaires et un banc aussi d'une solidité incroyable. Et à l'image, d'ailleurs, ils ont peut-être, il y aura un peu de concurrence, mais ils ont d'ailleurs peut-être le meilleur 6e homme de l'année. Ce que fait Tyler Hero en sortie de banc. C'est une équipe qui aujourd'hui, que tu regardes un match du Heat, c'est constant. De la première à la dernière minute, c'est très constant. Et pourtant, ils arrivent à mettre des joueurs avec des profils différents. Mais à un moment donné, tout le monde parle le même langage. Moi, cette équipe, elle me régale. C'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur coach, Spoelstra. Et que derrière la lumière, elle doit être mise sur lui. Et tu vois le revers, c'est les autres coachs qui, pour moi, sont. C'est que aucun joueur n'est mis sur le terrain et ne va être ciblé pour ce qu'il sait faire, pour les problèmes qu'il a. Duncan Robinson, Max Strus, Tyler Hero, c'est des énormes shooters. Ok, on va leur mettre des situations pour qu'il y ait du spacing et pour qu'ils tirent. En défense, on va réussir à être un peu agressif ou alors vraiment switcher quand il faut, jouer du drop quand il faut pour les masquer. Yurtseven, il y a peut-être des problèmes défensifs, de mobilité, mais c'est un très bon rebondeur et c'est un bon finisseur proche du cercle. Bon, on va lui mettre beaucoup de Kyle Lowry et Jimmy Butler pour le servir dans des bons... Parce que Butler est devenu un très bon playmaker. Ouais. Et depuis qu'il a Miami, voilà, c'est un excellent playmaker et on va le mettre en avant. Trop presque parfois, j'ai envie de te dire.
Pas faux. Quand on a besoin de faire jouer un Gabe Vincent, un Caleb Martin ou Max Strus. Max Strus, C'est mon honnêtement, Est-ce Max qu'on peut Strus, parler de ça? Est-ce qu'on peut Alors, s'arrêter voilà, là-dessus? bien sûr. Est-ce qu'on peut parler regarde ça. parce qu'on kiffe, on parle de Yurtseven, mais Yurtseven s'inscrit dans cette, bien sûr. dans ce groupe de joueurs, de cette trouvaille, de cette invention du joueur. Et là, on le disait avant l'émission, donc Yurtseven, Gabe Vincent, pour moi même Caleb Martin. Martin, Bien sûr. tu peux le mettre clairement dans. On pensait qu'il était moins fort que Cody, mais en fait, pas forcément. Pas forcément. Max Strus, mon gars, c'est un shooter incroyable. C'est un soldat de l'espace. Et du coup, ça te fait une profondeur de banc et une équipe qui aujourd'hui, vas-y, va les bouger. Ouais, Max Strus, c'était un très bon shooter à DePaul. Mais pareil, je m'étais dit, De Paul Fac 2. Chicago. Oui, mais Stevenson qui était passé là-bas? Je crois pas. Dermar Stevenson Johnson. Non, Dermar Johnson, c'est Cincinnati. Ah oui, peut-être. C'est Quentin. Paul Reed des Sixers. Quentin Richardson. Quentin Richardson. Ouais. Voilà. De Paul. Mais Paul Reed aussi. Paul Reed qui est à Denver, là? Non, qui est aux Sixers. Ça, c'est Davon Reed. Ah, Davon Reed, ok. Max Strus, qui avait tous les ballons, qui était le meneur de Paul. Je m'étais dit, super joueur pour l'Europe. Franchement, je suis une équipe européenne. Je fonce dessus parce qu'il a beaucoup de talent. Physiquement, il a des petits problèmes. Qu'est-ce que lui fait faire Miami, sortir des écrans? En fait, il a beaucoup moins de responsabilités de création. On a juste dit, ok, t'as un bras, ok, t'inquiète pas, on va te faire sortir des écrans. On connaît ça, ouais. T'es un peu plus grand d'ailleurs que d'autres, t'es un peu plus costaud. Il est assez costaud, Max Strus, donc il peut quand même défendre. Il tient plus les drives que Duncan Robinson. Et en fait, c'est ça, c'est juste on prend la qualité d'un ou deux joueurs qui ont le potentiel de role player et on les met en avant là-dessus à côté de tes 3-4 stars. Et pour ça, Spoelstra, il est super fort. Riley aussi, il faut le mettre en avant, et super fort. Évidemment. Et on vous a mis un sondage. Est-ce que Spoelstra est le meilleur coach actuellement? De toute façon, d'après moi, pour dire qu'un coach est un grand coach ou le meilleur coach de la ligue, déjà, il faut prendre la longévité. Maintenant, c'est le coach qui est depuis plus longtemps NBA. Ouais, c'est il y avait après Popovic et il y avait Carlisle, je crois que c'est ça. Hein, et donc Spoelstra en numéro 3, donc numéro 2 maintenant. Donc la longévité, évidemment. Le truc, c'est le palmarès. T'es obligé d'avoir un palmarès. Bon, on va pas refaire les 2 titres de Spoelstra et une finale dans la bulle. On va aussi voir, est-ce qu'il y a une identité de jeu? C'est important. Donc on connaît les systèmes défensifs incroyables de Spoelstra. On a découvert, parce qu'on savait avec Dragic et ce genre de choses, on avait vu des choses, mais ce qu'on a vu dans la bulle, l'académie de jeu proposée, le passing game, les écrans... La bulle, c'est quand tu rentres de soirée. Hein. La bulle, c'est quand il y a eu le Covid. Quand je rentre de soirée, oui. Fin du mois et regarde aussi comment il arrivait à mettre en avant Josh Richardson, Justice Winslow. Exactement. Ces mecs-là, quand ils sont partis de Miami... que je kiffais à Miami, il est parti de Miami, il a plus joué dans le système Spoelstra. Philadelphie, Dallas, Boston, il n'y arrive plus. C'est un joueur lambda. C'est un joueur très lambda. Et donc la dernière chose, c'est pour dire que tu es un grand coach, c'est évidemment l'invention de joueurs. Donc de permettre à des mecs auxquels on n'imaginait pas d'avoir un destin, 2 joueurs NBA, 2 mecs qui comptent. Quand on pense à Popovic, le nombre de mecs qu'ils ont inventés, qui ont performé, qui sont partis, qui n'ont rien fait derrière, et puis quand ils sont revenus forts. Voilà, ça c'est la preuve que t'es un grand coach. Donc je regarde vite fait le sondage, vous êtes en train de voter les mecs. Bien sûr, tu vois, les gens disent oui à 75%. Tyler Jenkins, bien sûr, Monty Williams, bien sûr. Mais je trouve que le travail fait par Spoelstra avec... Mais la grande différence avec tous ces mecs-là, c'est que lui, il est là depuis 2010 piges. Jenkins, on est en train de le découvrir là aujourd'hui. Jenkins, on va pas... On l'adore, mais pour l'instant, il y a un mec. Kerr, évidemment, Steve Kerr. Un mec à 2 titres NBA, 5 finales. Bon, voilà. Et puis je trouve aussi. On a un auditeur. On va l'accueillir vite. J'allais dire, il n'y a personne qui appelle sur Miami. On a parlé de DePaul avec Quentin Richardson. Ouais. Et Quentin nous a appelé. Salut Quentin. C'est comment DePaul? Le mec a rien compris. Allô Quentin. Allô. Salut Quentin. Les gars. Salut Quentin. Salut les gars, ça va? Ouais, impeccable, et toi? Ouais, nickel. Alors, j'ai pas entendu, par contre, là, juste avant, en fait, ça a coupé un peu. Il n'y avait rien d'important. Ouais, t'inquiète pas, on faisait une blague sur Quentin Richardson à DePaul. Laisse tomber, là. DePaul Dagno, là. On s'en fiche. Alors, dis-nous tout, est-ce que t'es fan du Heat? Ouais, en fait, je me suis mis à suivre la NBA en 2006 avec un certain D. Wade, donc le Heat, ça a toujours été un petit peu mon équipe de cœur. Apparemment, je suis pas le seul à t'entendre. N'hésite pas à nous rappeler, Quentin. Belle intervention, merci. Non, mais je pense qu'il y a Tom qui a parlé, donc je pense que ça l'a bloqué. Ouais, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. T'inquiète, vas-y, continue. Ok. Ça marche. Donc, et en fait, je suis totalement d'accord avec pas mal de choses qui sont dites. C'est que t'as dit, Thomas, dans ton introduction, est-ce que ça surprenait? Mais non, en fait. Moi, je suis absolument pas surpris par le Heat.
Ils ont quand même rajouté 2 mecs, et je pense que vous n'avez peut-être pas assez parlé depuis tout à l'heure, c'est Kyle Lowry et PJ Tucker. Après, on aime ou on n'aime pas les joueurs, mais on a 2 mecs quand même qui ont gagné des titres. On a 2 putains de Warriors. On sait que dans les phases de playoff, ça va être des assets de malade, sans avoir trop bougé l'équipe autour. Et effectivement, je rejoins totalement le vote qui a été fait. Spoelstra, le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, c'est très très certainement un des meilleurs coachs de ces dernières années. Il a toujours sorti des gars de nulle part. Le petit Wagner, enfin, je sais pas si on peut dire petit, mais le grand, là, en ce moment, c'est un exemple parfait, quoi. Donc, moi, je trouve que cette équipe, elle est très, très bien construite. Elle est très, très bien managée, comme toujours. Et s'ils vont être au complet, sans blessure, cet été, attention, hein, ça va vraiment être compliqué à les battre. Hein. Mais moi, ils avaient quand même massacré les Bucks il y a 2 ans. C'est clair. Alors, c'est plus les mêmes Bucks. En demi. Mais moi, ma surprise, elle n'était pas. Est-ce que Miami va jouer les premiers rôles C'était pas du tout dans ce sens-là. Ma question, c'était plutôt lorsque tu as Jimmy Butler qui a joué 25 matchs sur 43 possibles, que Bam Adebayo a joué 18 matchs sur 43 possibles, que Kyle Lowry en a manqué 5, que, si tu veux, je te les fais tous, hein, mais que tes superstars, que les leaders de ton équipe aient manqué autant de matchs, est-ce qu'on peut être surpris par leur classement actuel? Moi, je reste surpris, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui perdent leurs 2 meilleurs joueurs. Ouais, mais t'as un coaching de malade. Ah bah là, grave, moi, franchement, je suis pas surpris parce que... Ils sont premiers quand même, hein, ex-aequo. Hein. Donc, puis cette année, le niveau est nivelé par le bas. On dit chaque année ça pour la conférence Est, c'est incroyable. Sauf quand il y a une équipe qui performe de ouf, c'est toujours pareil, c'est normal. Les Hawks, en fait, c'est pas vrai. La conférence Est est plus forte cette année. Hein. Tu reprends les équipes à 50%. Le ventre mou. Moi, ce que je vois, c'est que les équipes de Chicago, Brooklyn, Miami, les Bucks, Cleveland, Philadelphie, donc ce truc, ils sont entre 14 et 18 défaites. Mais Phoenix, en fait, ils ont 9 défaites, et deuxième, les Warriors ont 12 défaites. C'est aussi comme ça que tu juges une conférence. C'est quelle est la locomotive? Et c'est vrai que le ventre mou, tu as raison, il est un peu mieux en ce moment, à cause de sûrement des Lakers, ces gros bâtards. Mais la locomotive, elle est clairement du côté de la conférence Ouest. Là, quand tu vois les Bulls, ils n'arrêtent pas de perdre, ils sont encore premiers de la conférence Est. Oui, on se faisait la même réflexion avec les Nets à une époque, quand ils étaient premiers. Ouais. On a l'impression qu'ils perdaient notamment tous les gros matchs à domicile, toutes les grosses affiches. Ils étaient toujours premiers. Ouais. Donc ça permet à une équipe comme Miami qui a eu des blessés et des absents d'être premier. Oui, c'est comme ça, oui. Oui, voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Après, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une équipe qui va compter en playoff s'ils sont complets. Évidemment. Et puis je pense que l'année dernière, ils sortaient de la bulle, ils étaient très fatigués, rincés, physiquement, psychologiquement. Donc, Dragic était au bout de sa vie, il était magnifique dans la bulle. Ils se font éclater par Milwaukee au premier tour. Genre vraiment, c'est moche ce qu'ils leur font, mais c'était pas vraiment le niveau de Miami. Ils sont tombés sur le champion d'ailleurs, donc en réalité, oui, tu prends 4-0. Le premier match d'ailleurs, ça joue au buzzer. Après, les 3. Donc l'année dernière, c'était une saison. C'est pas vrai. Le héros avait besoin de digérer aussi tout ce qui s'était passé dans la bulle, tu le sens. Là, quand tu vois comment il taffe. Le héros. Il est incroyable, en tant que. Oui, je crois que tu avais un problème de gastrique. Il arrivait mieux à aller sur la ligne, alors que c'était vraiment son problème. C'est-à-dire qu'avant, il avait besoin du shoot beaucoup pour peser. Et d'ailleurs, il shoot très bien, c'est pas un problème, mais il fallait un petit peu plus de diversité. Il arrivait à être plus agressif vers le panier. Dans la gestion du pick and roll, il est encore meilleur. Je vous pose une question, et je te la pose à toi, Quentin, fan du Heat. Vous vous souvenez quand même qu'à un moment donné, le Heat a eu l'opportunité de prendre James Harden, et qu'ils ont dit non pour Tyler Hero. Ça reste on est d'accord. Donc je te pose la question, Quentin. Tout le monde fait des erreurs. Ouais, mais bon, ça peut peut-être marcher comme ça. Ouais, mais quand tu crois en ton système, de jeu et au collectif, parce que ils ont eu des méga stars le 8, hein, et c'était Spoelstra et Riley, hein, et ils ont vu comment collectivement, offensivement notamment, ça a été compliqué de mettre des choses en place avec une roster qui fait non, on fait pas ça, on va faire ça. Et Harden, c'est un peu ça. Et ils avaient quand même déjà ils avaient déjà mis des pièces, notamment Jimmy Butler, Bam Adebayo, ils se sont dit, si on fait venir Harden et que ça se passe pas avec Butler, là, ça va être vraiment le merdier. Et je trouve qu'on peut dire que c'est une erreur, on peut aussi dire qu'ils ont eu des cojones de faire ça. Et on verra. Ce qui serait génial, c'est que ces équipes-là se rencontrent en play-off et on verra ce qu'il en ressort. Et là, on pourra dire, t'aurais dû ou pas. Fallait payer Bam aussi. Si tu fais Harden, tu peux faire Lowry. Juste un truc. Juste un truc, Erwan, par rapport à ça. Pour moi, il y a une grosse différence avec beaucoup d'équipes. C'est un mec qui s'appelle Pat Riley. Je pense que s'il y a un mec qui avait comme il l'a fait à l'époque, quand il a réuni Wade, Bosh et James, c'est tonton qui a mis de l'ordre dans la baraque. C'est quand même ce bon vieux Pat. Donc, pour moi, je pense pas que ça aurait été. Après, bon, ils ont eu
ils ont fait leur choix pour d'autres raisons, mais je suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense que quand tu as l'opportunité de prendre James Harden, Mais gros, moi, je suis. tu manageras après. Bah, tu manages, vas-y, dis-moi qui a réussi à le manager, James Harden, depuis qu'il est parti d'OKC. J'attends ta réponse, je peux te laisser 20 minutes si tu veux. Bah ouais. Moi, McAnthony, quand même, non? Pour le manager, dans mais quel sens, McAnthony, tu veux il lui a filé tous les ballons. C'est pas manager, ça. Aujourd'hui, quand t'avais Jimmy Butler à côté, il aurait pas pu continuer à jouer comme ça. Ça se passe plutôt bien du Moi- côté des Nets, non? Ouais, mais parce que des Nets, parce que. Ah, bah, c'est- t'as toujours une excuse, en fait. Parce qu'ils ont mis un coach poteau. Moi, je crois que dans le. Si tu fais venir James Harden à Miami à l'époque, et je crois que je suis pas sûr que ça aurait été complètement faisable. En tout cas, il aurait fallu lâcher peut-être beaucoup trop de choses. Tout ce que tu as mis en place sur le mouvement, le basket en mouvement et tout, tu peux pas le proposer avec James Harden. Non, Ça, c'est c'est une réalité. Moi, ce que je vois Ça veut pas aussi, dire que t'aurais été moins bon, hein. ce que je vois Ça veut pas dire que t'aurais été moins bon. ce que je vois aussi, ça veut pas dire que tu aurais été moins bon. Ce que je vois aussi côté Pat Riley, c'est qu'à une époque, mais il a réussi à faire ses tres amigos avec à amener LeBron et comment il s'appelle, et Bosh aux côtés de Wade. Ouais. Il n'empêche que derrière, il n'a pas voulu continuer cette politique. C'est quoi ça? Je vous montre la fin du match entre Cavs et tu vas voir James Harden. Regarde, je t'invite à regarder, pour tous ceux qui regardent le MLKD, James Harden qui pénètre, Lauri Markkanen qui dribble, qui défend bien, pardon, hop, le petit truc. Et ben voilà, les Cavs vont gagner à domicile contre les Nets. Vraiment, Ça va vraiment dans ton sens. Ils auraient dû vraiment aller à Miami. Le mec, tu sais, qui prend tout ce qu'il peut. Mais tu vois, Pat Riley, donc il a créé cette espèce d'énorme équipe avec LeBron à Miami, Chris Bosh, Wade, tout ça. Et ça a marché, il a pris 2 titres sur 4 finales, très bien. Mais derrière, toi, il s'est jamais dit, tiens, je vais continuer à essayer d'attirer des stars. Il a créé quelque chose d'autre. Et c'est là. Et tu voulais, Quentin, rendre hommage à Pat Riley. Et c'est ça. Pat Riley, c'est un mec à coacher les Lakers, le Showtime. Après, il a eu les Knicks. Il en a fait une équipe de casseurs de gueule, des Bad Boys numéro 2. Il est parti à Miami. C'était un peu des Bad Boys aussi. Et puis après, il a été dirigeant, mais il a créé le Big Three avec LeBron, Wade et Bosh. Et après, maintenant, il a créé un joueur mouvement. T'as oublié 2006 aussi. J'ai oublié 2006 où il vient, sauver Van Gundy et derrière. Enfin, Bah ouais. non mais ce mec-là, tu vois, à chaque époque et à chaque moment, avec les gens qu'il avait sous la main, il a su chaque fois dire non, on va aller là. C'est là qu'il faut qu'on aille. Donc moi, je lui fais confiance. Bah moi, là où j'ai trouvé, enfin, vraiment, le recrutement de Kyle Lowry, pour moi, je suis persuadé que ce mec-là, en playoff, il peut leur faire passer un cap. Et PJ Tucker, en plus, qui vient des Bucks, je sais pas, je le sens bien, et je me dis que c'était les deux mecs à ajouter à l'effectif. Je pense que là, ils ont pris les meilleurs assets disponibles qui sont complémentaires avec l'équipe, avec l'état d'esprit. Puis merde, quoi, qui ont des expériences de finale très, très récentes dans les pattes, quoi. Donc c'est des vrais mecs qui en playoff peuvent faire différence. Après oui, facteur de blessure, ça attention. Non mais admettons alors, je te pose à toi la question Quentin, t'es fan du Heat, pour toi tout le monde à 100%, le Heat tu t'es pas loin de les mettre favoris, si j'entends tout ce que tu me dis. Ah ouais, ok. Ah ouais, clairement. Ouais. Au complet, en tout cas, moi, ils me font poser énormément de questions. Et puis encore une fois, comme j'aime bien faire Thomas, tu vas me dire ce que t'en penses Quentin, je me projette sur leurs concurrents directs. Philadelphie, Milwaukee, les Nets. Moi je me dis que alors Milwaukee, t'as toujours c'est un énorme problème. Giannis qui t'envoie dessus. Pour moi, Chicago, on kiffe ce qu'ils font. Ouais. Ils ont le profil parfait pour se faire sortir au premier tour par une équipe qui est moins bien classée que. C'est mon avis. On a le droit on a le droit de pas être d'accord. Pour moi, leur concurrent direct, les Nets, Philadelphie, Milwaukee. Okay. Alors Antetokounmpo, mais c'est un problème commun à toutes les équipes de la ligue. Sur un bid, t'as du monde à envoyer. Et sur les Nets, sur Irving, sur James Harden, t'as aussi grave de monde à envoyer. Durant, ça reste un problème. mais bon, Durant, c'est un problème pareil. Mais je trouve que le duel Lowry-Harden, mec, moi je vois un gars qui, je me dis, ah ok, il va pouvoir lui casser les couilles. Il va pouvoir faire tout ce que Lowry sait faire avec. Et je trouve qu'ils peuvent clairement matcher sur les duels avec cette équipe des Nets. Pardon. Oh putain. J'étais tellement impressionné par ce que tu viens de dire que j'ai dû éternuer et tout arracher. D'accord. Bon bah écoute, très bien. De toute façon, après Philadelphie, on imagine que ça va peut-être changer d'ici les playoffs et que ça va bouger avec le cas Ben Simmons. Bon, en tout cas, Maram dit les Sixers sont surcotés. Voilà. Merci Grégoire de nous avoir appelés. Quentin, c'est pas grave. Grégoire, c'est le mec du A, rien à voir. Excuse-moi, merci Quentin. les gars. Excuse-moi, Quentin Grimes. Ah, aucun problème. La famille. Merci les gars. Merci beaucoup à toi. C'est trop cool de passer avec vous. Bah écoute, c'était un plaisir. C'était un plaisir, Quentin. Merci. On a fait le tour sur cette équipe du Miami Heat et des pivots turcs. Pour vous, est-ce que il relance. Non, mais ce que dit Quentin, de les voir comme un favori au complet, vous êtes d'accord avec ça? Surtout si Rod Seven joue poste 4 et titulaire. Comme ça pourrait être dans le sens d'Erwan. T'es vraiment. C'est ça le nouveau présentateur de la Libre Antenne. Le mauvais esprit comme ça. Bon goût surtout. Bon goût. Oui. Ils feront partie des 4. Maintenant. Ouais, des 3 pour moi.
Avec, Ouais, je Détroit. les mets au-dessus de Philly, Ah, donc en fait, Détroit Pistons. bien sûr. Non, Mais qui l'a- Ah, des trois équipes. oui, Détroit. Ah, je me suis dit, ils me prennent vraiment pour un jambon ici. Mais si les Nets sont au complet et Milwaukee, je pense au-dessus, mais ça va faire des vraies demi-finales de Tu sais que c'est bien de se passer la balle au basket sur une série en 7 matchs avec la dureté du 8 et le passing game, c'est Ah, compliqué. Et c'est un peu l'école Warriors aussi à l'ouest. Ça dépend Attention, qui y a dans l'équipe. ne pas sous-estimer, mais attention, ne pas sous-estimer une équipe de shooters qui se passe la balle et qui court de partout. Voilà. Oui. C'est dit. On les sous-estime pas, on les met dans les top 3 des meilleures Fuck équipes. up, man. Tu veux qu'on les mette quoi? Premier, toi aussi, c'est tes favoris? Iront-ils Quoi? en Non, finale? non, non, non. Ah, merci. Je croyais, putain, tu vas revenir ici, c'est pour te des conneries pareilles. Hein. Pour moi, les Nets, toujours, au complet. Bref. Voilà, les gars, on a fait le tour sur cette équipe de Miami et sur Omer Yurtseven. C'était quand même le point de départ de tout ça. On a peu Omer. parlé des pivotures, quand même. Ils ont une affiliation incroyable, ces mecs.